Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Je te laisse dire bonjour avec quelques secondes. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. C'est content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux pour cet atelier. Passez un bon moment. Oui, super. Et Alexandre et moi, on travaille au récit, au sein du récit, au sein de l'ensemble du récit. Puis on va vous parler ce matin, cet après-midi plutôt, d'algorithmes, comment aborder ça avec nos élèves. Alors, allons-y tout de suite. D'emblée, vous savez, nos jeunes sont exposés tous les jours à des algorithmes dans la vie de tous les jours, même qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui vient influencer nos vies de tous les jours, comme vous le voyez ici. Est-ce que vous voyez, c'est un commerce, vous connaissez peut-être ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici les magasins Amazon Go? Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Amazon Go? Oui, non, il y en a qui n'ont pas entendu parler d'Amazon Go. Bien, écoutez, Amazon Go, c'est un magasin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un magasin, vous pouvez écrire, ceux qui connaissent ça, dans le clavardage, c'est quoi Amazon Go? Là, si j'oublie des détails, vous pourrez l'ajouter. Donc, Amazon Go, c'est un magasin où j'ai besoin, tout ce que j'ai besoin pour faire mes achats, c'est d'un appareil cellulaire que je traîne sur moi. Et à l'intérieur du magasin, il y a plein de capteurs sur les tablettes, des caméras qui me suivent, des détecteurs de GPS, tout ça, qui vont me suivre à la trace, si bien que si je prends un objet sur une tablette, ben, il va l'ajouter automatiquement à mon panier. Et si je le remets, il va l'enlever automatiquement. Tout va être automatisé. Même que si je change d'idée 3 fois, ben, il va s'ajuster en conséquence. OK? Donc, il y a un ensemble de technologies qui sont mises de l'avant dans ce magasin-là qui permettent donc de voir ce que vous faites. Et quand vous avez terminé, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est franchir la porte, puis tout va se payer automatiquement. Et voilà, c'est fait. Je n'ai pas perdu de temps. Je vais ramasser mes trucs, puis je m'en vais. C'est pas long. Ça va super vite. Hein? On a l'impression qu'on est dans le futur quand on regarde ça. Je vous invite à faire un guess, d'après vous. C'est quand que ça va arriver, ça, des magasins comme ça? Ou depuis quand est-ce que ça existe, ces magasins-là? Donc, c'est une publicité d'Amazon Go. Donc, on peut faire ça. Ça, c'est grâce, entre autres, à des algorithmes de l'intelligence artificielle. On peut imaginer que ce magasin-là, voyez-vous, 2017, depuis début 2017, donc, on a un premier magasin Amazon Go qui a eu lieu. Donc, ça fait déjà 4 ans, imaginez. 4 ans que ça existe. On a l'impression que c'est des technologies du futur, mais c'est déjà présent, ça existe déjà. Imaginez un magasin comme ça, ce que ça peut faire, entre autres, sur nos habitudes de consommation avec toutes les données qu'on collecte. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un produit que je suis tenté d'acheter régulièrement, quand j'entre dans le magasin, les algorithmes sont capables de détecter que je viens d'entrer. Ils vont placer à la hauteur de mes yeux le produit que je suis le plus susceptible de passer à l'action pour faire en sorte que je consomme davantage. Alors, imaginez, c'est possible. Tout ça est possible grâce à ces technologies. Nous sommes tous les jours exposés à ces technologies-là. D'ailleurs, il y a 3 jeunes, vous avez peut-être vu le reportage au mois de décembre dernier, juste avant les fêtes, 3 jeunes de 21 ans qui ont fait un prototype d'un magasin similaire à Amazon Go, parce qu'on n'en a pas encore au Québec, des magasins Amazon Go. Peut-être que s'il y a des gens de l'international, il y en a peut-être des gens qui en ont dans leur quartier. Faites-nous signe si c'est votre cas. Donc, il y a 3 jeunes de 21 ans, imaginez, 3 jeunes de 21 ans. 21 ans, ça veut dire que ces jeunes-là, il y a 4 ans à peine, quand les magasins Amazon Go ont commencé, hein, ces jeunes-là étaient sur les bancs d'école, dans nos écoles secondaires au Québec. OK? Eh bien, ces jeunes-là, 4 ans plus tard, ils sont en train de mettre sur pied un magasin semblable à celui d'Amazon Go. Ils essaient de faire ça. La question qu'on peut vraiment se demander, c'est est-ce qu'à l'école secondaire, primaire, on prépare nos jeunes à ça? Est-ce qu'on les outille pour être capables de relever de tels défis? Imaginez, seulement 4 ans après leur sortie du secondaire, ils ont été capables de mettre ça sur pied. Puis est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas, mais ils sont jeunes, des jeunes entrepreneurs qui sont très audacieux, qui ont décidé de faire ça. Eh bien, dans toutes nos écoles, c'est à ça que nos jeunes sont exposés. Et qu'est-ce qui permet à ces technologies-là de fonctionner? C'est grâce, entre autres, à l'utilisation des algorithmes de façon massive. Et il y a 2 concepts dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour nous aider à comprendre comment fonctionnent ces éléments-là. C'est ce qu'on appelle la bulle de filtre ou la chambre d'écho. Pourquoi je vous parle de ces 2 concepts-là? C'est des concepts qui sont relativement abstraits. Il faut comprendre que ce que je vais vous expliquer à travers ça, c'est que ce n'est pas démontré scientifiquement que les gens volontairement font créer des bulles de filtre ou des chambres d'écho. C'est plus des effets que finissent par créer l'utilisation d'algorithmes. Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, chacune et chacun d'entre nous, on a besoin d'accéder à plein d'informations. Hein? On utilise Internet, le numérique, pour accéder à ces informations-là. Mais imaginez la quantité d'informations qu'il y a dans les médias, dans Internet, juste sur YouTube. Là, je vous donne une donnée d'il y a au moins 5 ans, parce que je n'ai pas vu les données récentes là-dessus. Sur YouTube, il y a 5 ans, à chaque minute, il se publiait 400 heures de vidéos. OK? Juste un chiffre comme ça,
ça donne l'immensité de l'information. Notre cerveau est incapable de gérer, de traiter cette information-là. Donc, on a besoin pour ça d'outils numériques. Parce que toutes les informations qui sont là dans le numérique sont programmées avec des algorithmes pour essayer de nous atteindre, nous, le plus efficacement possible. Parce que comme il y a beaucoup d'informations, bien, cette information-là cherche des moyens de se rendre à moi le plus efficacement possible, surtout s'il y a des intérêts économiques ou d'autres types d'intérêts. On va chercher à nous envoyer ça. Mais pour moi, comme utilisateur, pour accéder à ces informations-là, bien, je vais utiliser, bien sûr, mon téléphone cellulaire bien gros, ou je vais utiliser ma tablette numérique, que je vais utiliser, que vous voyez ici, bon, là, on ne la voit pas à cause de l'effet d'arrière-plan. Donc, je vais utiliser mon téléphone ou ma tablette ou mon ordinateur. Et le fait d'utiliser ces appareils-là va collecter des données sur moi, mais va surtout aussi utiliser des algorithmes. Chaque application va utiliser des algorithmes qui vont faire un effet de filtre. Hein? Et tout comme les jeunes, d'ailleurs, c'est ce que vous savez. Je ne vous apprends rien parce que vous avez lu ça quand vous avez lu votre licence, là, quand vous êtes abonné à votre Google ou à votre Twitter ou votre Facebook. Hein, vous avez lu la licence jusqu'au bout, vous avez coché, vous avez très bien compris tout ce qui était écrit là-dedans. Juste vous dire, les ados, ils ne font pas ça. Eux autres, ils ne font pas ça. Ils vont jusqu'au bout, ils cochent, ils ne lisent pas, puis ils acceptent. Mais je sais que vous, en adulte responsable, vous allez jusqu'au bout, vous faites ça bien correctement. Non, personne ne le fait, on le sait. Hein? Donc, on ne peut pas faire ça parce que c'est ingérable, même les licences, on n'arrive pas à les comprendre. Alors, on utilise des applications qui, elles, vont utiliser des algorithmes pour filtrer l'information, pour améliorer votre expérience utilisateur. C'est ça qui est écrit dans vos licences que vous ne lisez pas. Là. On veut améliorer votre expérience utilisateur à travers cette licence-là. Comment on fait ça? C'est grâce à des algorithmes qui vont filtrer l'information. Donc, plein d'algorithmes qui vont utiliser les données géolocalisantes de votre téléphone, vos habitudes, votre réseautage, les gens avec qui vous êtes connectés, chaque action numérique que vous posez, le simple fait de porter un cellulaire sur soi toute la journée, ça collecte plein de données. Ou encore quand vous acceptez des cookies, hein? Les cookies, vous savez ça, vous avez vu ça, on vous dit toujours acceptez-vous les cookies. Puis on se dit oui, non, je ne sais pas que ça fait un cookie. Bien, c'est ça que ça fait un cookie. Ça collecte des données sur moi pour améliorer mon expérience utilisateur, mais peut-être aussi pour chercher à m'influencer dans certains cas. Ce n'est pas toujours évident de départager l'un et l'autre. Alors, ces algorithmes-là qui traitent l'information font en sorte de filtrer et de n'amener à moi qu'une partie de l'information. Et c'est ça qu'on appelle la bulle de filtre. C'est une image pour imager qu'on n'a pas accès à toute l'information parce qu'on n'est pas capable de traiter de toute façon toute l'information. Donc, on a une version limitée de l'information. Et ces limitations-là sont souvent dues aux gestes numériques que l'on pose. Alors, si on veut faire, par exemple, un reset, si vous voulez, de toutes vos données, vous avez juste à aller dans votre navigateur, dans votre appareil, supprimer tous les cookies. Vous allez voir, tous vos résultats vont changer parce que là, il va recommencer à zéro à reconstruire ces algorithmes-là de filtrage. C'est une des façons, une des stratégies. Donc, de mettre à zéro ça, de faire un reset. Donc, ces algorithmes-là vont traiter l'information, vont me donner accès à une partie de l'information. Mais parmi les applications, les outils que j'utilise, certains m'invitent à me réseauter avec d'autres personnes. Donc, je me crée un réseau de personnes qui vont faire un deuxième effet de filtre. Ces personnes-là avec qui je suis réseauté vont finalement me partager à nouveau de l'information qui parfois va être différente, mais parfois va être aussi similaire. C'est ce qu'on appelle la chambre d'écho. On dit que ça a été beaucoup mis en cause, entre autres récemment, dans les dernières années, dans le phénomène de complotisme notamment, où des gens se retrouvaient entre eux à se partager de l'information, à avoir des filtres qui filtrent l'information en fonction de leurs préférences et donc font en sorte qu'ils sont en quelque sorte un peu enfermés dans, c'est pas 100% vrai, mais ça crée cet effet-là. Hein? On va le retrouver, ce phénomène-là, de toutes sortes de façons et on va appeler ce phénomène-là la chambre d'écho, c'est ce que je vous disais. Donc, ces données-là, comment c'est possible? Tout ça, c'est possible grâce à la collecte de nos données qui sont principalement entre les mains de quelques grands joueurs aux États-Unis. Hein? On parle des GAFAM de ce monde, hein, mais ça joint d'autres gros joueurs là, comme Twitter, par exemple, qui n'est pas inclus dans les GAFAM, mais qui est aussi un joueur important qui va jouer là-dessus, mais d'autres joueurs aussi qui existent. Mais principalement, c'est contrôlé par des entreprises privées aux États-Unis. Hein? Et donc, c'est ce qu'on appelle, tout ça se passe grâce à des algorithmes. Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin avec nos élèves de leur apprendre à comprendre c'est quoi un algorithme, comment ça fonctionne un algorithme, au fond. Dans le fond, si je vous demandais, vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà expliqué à leurs élèves c'est quoi un algorithme, comment ça fonctionne? Si je vous demandais de l'expliquer simplement, on a Christiane qui dit qu'elle l'a déjà expliqué, peut-être dans le clavardage, tu pourrais nous partager ta stratégie. Comment tu fais pour expliquer tes algorithmes à tes élèves, parce que ça va sûrement pouvoir inspirer d'autres personnes. Merci, Christiane.
de nous partager ça. Moi, je vous en propose une. C'est un peu une image que je vous propose. L'image de la recette de crêpes. Bon, qui est dans l'assiette ici, là, je vous avertis, ici, ce n'est pas une mouche, c'est vraiment un motif de fleurs dans l'assiette, là, inquiétez-vous pas. C'est juste, mais c'est des vraies crêpes que j'ai vraiment faites pour vrai. Ils étaient vraiment bonnes, surtout les fraises. Donc, les crêpes, c'est quoi? Quand on fait des crêpes, dans le fond, on fait un algorithme. Hein? Pourquoi on fait un algorithme? Parce qu'on fait des choix conditionnels. Alors, je vous explique ce que je veux dire. C'est quoi l'analogie que je fais? Je ne suis pas le premier à avoir inventé ça. Là. Il y en a d'autres avant moi qui l'avaient pensé. Alors ici, dans le fond, c'est une opération mathématique conditionnelle. Alors, est-ce que j'ai un bol et de la farine? Si oui, bien, je peux continuer ma recette. On continue. Si j'en ai pas, est-ce que j'ai une alternative? Est-ce que j'ai une autre? Si je n'ai pas de farine de blé, est-ce que je peux avoir de la farine de sarrasin ou de la farine de riz ou d'autres farines qui me permettraient de faire des crêpes? Si oui, si j'en trouve, bon, je peux continuer. J'ai peut-être pas un bol en verre, mais j'en ai peut-être un en métal, j'ai peut-être un autre truc. Donc, je continue. On continue la recette. Est-ce que j'ai des œufs? Ah, si j'ai des œufs, je continue ma recette, ça va bien. Si j'en ai pas, est-ce que je peux trouver quelque chose qui remplace les œufs? Est-ce que je peux tout simplement ne pas en mettre? Oui, ça ne va pas être pareil, mais ça va être des crêpes pareilles. Ça va être des crêpes, mais ils ne vont peut-être pas goûter exactement la même chose. Ils vont peut-être être plus minces. Hein? Si je n'ai pas d'œufs, on ne sait jamais. Ils vont être moins nutritifs aussi. OK, si je continue, est-ce que j'ai du lait? Bon, si je n'ai pas de lait, bien là, peut-être que faut que je me trouve une alternative. Quand on parle d'algorithme, si je suis dans Internet puis je fais une recette dans Internet, bien, quand je vais arriver à du lait, si j'en ai pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une recherche pour trouver du lait. Et là, il y a une entreprise qui est très intéressée. Est-ce que j'achète son lait? Alors, ce qu'elle va faire, elle va acheter des algorithmes, la publicité, dans le fond, puis il va venir essayer de trouver à quel moment, moi, j'ai besoin du lait pour venir me proposer son lait qui, justement, est à un coin de rue de chez moi, que ça va prendre 5 minutes. Il est toujours frais, leur lait. Il est super extraordinaire. Et je vais aller me trouver du lait. Je vais être capable de poursuivre ma recette parce que les algorithmes, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de trouver à quel moment j'ai besoin de quelque chose pour être capable de me fournir une nouvelle réponse, une réponse différente ou une réponse, une alternative. Donc, une façon de répondre à mes besoins. Donc, d'améliorer mon expérience utilisateur. Vous voyez le sens de ça? Donc, c'est ça un peu. Donc, les algorithmes fonctionnent comme ça. Et ce qui fait qu'en bout de ligne, on y va tout le temps avec notre même équation. Est-ce que j'en ai, est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je peux faire autrement, etc. Ça nous arrive. C'est ce qui fait qu'à la fin, tout le monde, à peu près, on a déjà fait des crêpes. Mais il n'y a pas une crêpe. Puis même moi, quand je fais des crêpes, ils ne goûtent pas toujours la même chose parce que, bon, je ne mets pas tout à fait exactement la même quantité, je ne procède pas toujours de la même manière, je n'ai pas le même plat ou la même poêle pour les faire cuire. Donc, tout ça fait en sorte que ça change. C'est ce qu'on appelle, dans le langage des algorithmes, des billets de programmation. OK? Et par exemple, on peut avoir des biais qui peuvent être des biais cognitifs, mais on peut avoir des biais, par exemple, culturels. Je vous donne un exemple très concret. Il y a un logiciel qui a été abondamment acheté par plusieurs corps policiers qui sert de reconnaissance faciale. Ce logiciel-là, imaginez, il est très efficace pour reconnaître les gens qui ont la peau pâle, donc plutôt les gens à la peau blanche, mais il est beaucoup moins efficace pour reconnaître les gens qui ont la couleur de peau plus foncée. Ce qui fait que l'utilisation de ce logiciel-là a causé des préjudices parce qu'il a amené des erreurs judiciaires. Mais ce logiciel-là, quand il y a eu des biais dedans, les gens qui l'ont fait n'ont pas fait volontairement, n'ont pas choisi volontairement d'introduire des biais culturels ou de dire non, on va faire un logiciel meilleur avec les visages pâles. Non, c'est parce que ces gens-là sont entourés de gens qui ont plus souvent la peau blanche et donc vont s'intéresser aux caractéristiques qui permettent de reconnaître deux personnes différentes, plusieurs personnes différentes à partir d'un visage de peau pâle, ce qui fait qu'il est beaucoup moins efficace. Alors, imaginez, si on veut apprendre à nos jeunes comment améliorer les algorithmes dans notre monde, c'est peut-être aussi pas juste de leur apprendre à programmer, mais d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va influencer la programmation, de valoriser, par exemple, que dans des entreprises qui ont une taille X, Y ou Z plus grande que tant de programmeurs, d'exiger que ces entreprises-là, par exemple, puissent avoir des gens qui ont des origines différentes, qui ont des âges différents, qui vont tenir compte des biais culturels variés pour faire en sorte que les algorithmes ne génèrent pas, les applications ne génèrent pas des inéquités, des inégalités. Ça pourrait être une des façons d'apprendre à nos jeunes à devenir des citoyens plus efficaces que nous, parce que nous, quand il s'agit d'encadrer le numérique, on ne sait pas toujours comment faire ça, comment encadrer le développement des algorithmes. D'ailleurs, ce qu'on a envie de vous, dans la deuxième partie, je vais laisser la parole à une enseignante dans un premier temps, puis ensuite de ça, Alexandre va vous proposer différentes activités qu'on peut travailler avec des élèves qui vont travailler justement le langage des algorithmes. Je vous invite à écouter cette activité, la suivante. On vous écoute Valérie, qui va nous présenter une activité qu'elle a faite avec ses élèves.
L'intention derrière l'activité, la recette des algorithmes, c'est de comprendre l'impact que peuvent avoir les algorithmes sur les choix qu'ils font. Donc, ce sont des jeunes, ils développent leur autonomie, ils font des choix. Donc, quel impact ça peut avoir sur les choix qu'ils font. Puis aussi les amener à comprendre de l'influence que ça peut avoir sur leur consommation quand ils sont sur Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que peut être un algorithme? On proposait d'utiliser le nuage de mots avec Mentimeter. Je trouvais que c'était intéressant parce que je partais des appareils des élèves. Donc, quand on propose comme petite activité de faire dans une barre de recherche, de taper une lettre, la lettre M, et de voir les résultats que ça donne, c'est encore plus pertinent quand on utilise les appareils personnels des élèves parce qu'on a des réponses de leur propre recherche plutôt qu'avec des appareils de l'école qui nous donneraient peut-être des recherches de d'autres élèves. Mais ce qui est c'est intéressant aussi de le faire avec ces appareils-là. Vous allez taper la lettre M, OK? Et je vais vous demander d'identifier, de me partager les 3 premiers mots ou les 3 premières suggestions que la barre de recherche va te faire. Quand on affiche le nuage de mots et qu'on voit tranquillement, pas vite, les réponses apparaître, de voir des mots qui vont prendre une plus grande importance, déjà là, les élèves, bien, leur réflexion est amorcée. Là, ils se posent la question, pourquoi des mots sont plus gros, pourquoi il y en a qui sont plus petits. Déjà là, ils sont amenés à se poser des questions sur les réponses qui apparaissent. On pourrait aussi utiliser à partir de documents, des Google Docs, pour faire différentes activités. On peut le faire en collaboration sur des documents à partager. Puis pour aller plus loin, bien, je pourrais aussi amener mes élèves à les faire réfléchir, puis peut-être à produire une publication sur un réseau social, sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc, pour parler de ce qu'ils ont appris dans cette activité-là. Bien, des fois, ça va faire que tu n'as plus ton site, fait que juste aller dans les algorithmes puis commencer à écrire l'ancien site, mais des fois, il va réapparaître, fait que tu vas pouvoir y accéder plus rapidement. Juste ça, mettons, sur Pinterest, ça va te donner des choses que tu aimes à place d'avoir des choses qui t'intéressent pas. À la place de descendre jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, bien, c'est toutes des choses qui t'intéressent. Je pense qu'avec cette activité-là, les élèves vont être capables d'avoir un regard plus éclairé sur ce qu'on leur propose quand ils consultent des sites Internet, quand ils vont sur les applications, leurs applications favorites, leurs médias sociaux favoris. Ils sont à même de comprendre que ce qu'on leur propose, bien, il y a quelque chose derrière ça. Et tout ce qu'ils vont faire comme utilisation, bien, il va nourrir cet algorithme-là. Il va faire en sorte de leur offrir des avantages, leur faire connaître de nouvelles choses, puis ils le nomment. À la fin de l'activité, ils sont capables de le nommer. Ah, je comprends maintenant pourquoi Netflix me propose à 98% une série qui est intéressante pour moi. Je comprends maintenant pourquoi on m'a proposé certains influenceurs ou que je vois davantage des publications de certains de mes amis sur mon fil Facebook plutôt que d'autres. Ils sont capables de le nommer. Ils sont capables aussi de nommer peut-être les travers que ça peut avoir, donc c'est-à-dire les effets négatifs que peuvent avoir les algorithmes. Donc, au niveau de la consommation, il y a une influence parce qu'on va davantage te proposer des choses qui sont susceptibles d'être intéressantes pour toi, donc peut-être t'influencer à consommer davantage. Ben, mettons, là, moi, il y a une nouvelle sorte de chip là, qui vient de sortir, puis là, ça n'arrête pas de me popper cette sorte-là, surtout parce que je suis abonnée à quelqu'un, puis elle en a reçu des gratuits. Alors là, ça n'arrête pas de me popper ça. Ben, ça pourrait, admettons, faire que je les achète. Les personnes qui mettent des publicités, si tu regardais quelque chose, ils vont peut-être mettre une publicité de ça, puis ça va les aider à vendre leurs produits. Moi, je trouve que c'est important qu'un jeune sache c'est quoi un algorithme, parce que genre, ça fait un petit peu de la prévention, de faire attention c'est quoi que tu cherches. Puis en même temps, si tu veux pas avoir plein de pop-up, d'annonces, de pubs, de certaines choses en particulier, ben, tu ne chercheras pas cette chose-là. Quand on aborde le numérique avec nos élèves, c'est sûr que comme enseignant, on se doit d'avoir une posture. J'en ai déjà une en tant qu'enseignante de CR, donc une nécessité d'avoir une position de neutralité. Je ne suis pas là pour leur dire quoi penser, quoi faire, une recette de ce qui est bien à faire ou de ce qui est mal à faire, mais je pense que je me dois de les amener à réfléchir sur ce qu'ils font en lien avec le numérique et que cette réflexion-là les amène à faire des choix qui sont plus éclairés quand ils utilisent les nouvelles technologies. J'ai appris aujourd'hui que dans la recette des algorithmes, c'est partout dans tous les réseaux sociaux. Puis il y a des côtés que c'est bon, puis ça peut être aussi mauvais. Un élève me disait, puis ça, je trouvais ça intéressant, puis c'est arrivé après quelques groupes là, avec lesquels j'ai fait l'activité, il m'a dit,
plus on te propose des choses qui sont susceptibles de t'intéresser, plus tu vas y passer du temps. Donc, quand on parle de l'utilisation des nouvelles technologies, j'ai des élèves il y a un élève qui m'a dit le premier mot qui est venu à la tête, c'est de dire bien, dépendance. Donc, oui, nos jeunes, hein, ils les utilisent beaucoup, mais d'être conscient des algorithmes me proposent des choses qui sont intéressantes pour moi, bien, peut-être à un moment donné d'être capable de dire oui, c'est intéressant, mais suis-je obligée de consulter tout ce qu'on me propose? Est-ce que je dois y accorder autant de temps? Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion de la part d'une de mes élèves. Vite. Merci, Benoît. Donc, est-ce que vous voyez mon écran banque de ressources? Donc, ça, c'était la recette des algorithmes. En fait, on voulait, c'était peut-être un peu long comme vidéo, mais on voulait que vous entendiez les élèves et les enseignants, puis voir que ça se vit en classe, là, puis ça a été expérimenté, puis ça se vit vraiment bien. Donc, ça réutilise, entre autres, là, l'image de Benoît de la recette de crêpes. Il y a une activité qui s'appelle R-Code, qui, elle, est pour les élèves du primaire. Puis la beauté du primaire, c'est que tu peux faire plusieurs disciplines en même temps. Ça, c'est un truc qui se fait en SCR, mais en univers social et en sciences simultanément. Et on part, dans le fond, de la routine du matin des jeunes. Ils détaillent leur routine du matin comme un algorithme. Puis ils travaillent comme ça, ils réfléchissent aux enjeux. Puis à la fin, dans le fond, ils programment avec Scratch, dans le fond, le truc. Donc, ils codent à la fin de ce projet-là. Donc, ils appliquent des algorithmes, dans le fond, en plus d'avoir décortiqué un peu ce que c'est. Puis, on vient de sortir pour le secondaire aussi. Je voyais que ça passait dans le clavardage, le documentaire Social Dilemma, les derniers nos écrans de fumée sur Netflix. Ça a été très visionné. Puis, il y a plein de gens qui ont découvert, ils ont approfondi les enjeux du numérique et des réseaux sociaux grâce à ce documentaire-là. Fait qu'on a fait un petit clin d'œil avec cette activité-là qui est le dilemme social, dans le fond, parce que là, avec la pandémie, on a commencé à faire nos activités qui puissent être faites en ligne, à distance, mais aussi du papier. Il y en a qui retournent en classe et qui n'ont pas ce qu'il faut, ils veulent la faire papier. Teams, Classroom, toutes les choses, c'est modifiable, tout est libre. Donc, l'idée, dans le fond, c'est d'avoir des bases, des profs qui veulent travailler ces enjeux-là. Parce que là, mettons, le premier défi dans le dilemme social, c'est qu'ils doivent remplacer, dans le fond, l'algorithme pour prendre des vacances, puis c'est aux jeunes de remplacer l'algorithme de personnalisation puis essayer de suggérer des contenus aux gens comme une petite amorce. Puis après ça, on commence, puis on réfléchit, puis on approfondit les enjeux des algorithmes, des réseaux sociaux, puis de l'ère du numérique en général. Donc, tout ça dans le contexte, dans le fond, nous, on travaille à la citoyenneté à l'ère du numérique. Dans le fond, c'est l'idée de redonner du pouvoir d'action aux jeunes sur leur façon de consommer puis de vivre à l'ère du numérique. Puis, pour se distancer d'une approche très moralisatrice qui dirait de comme le numérique, c'est catastrophique puis il faut tout arrêter, c'est plus pragmatique dans le sens que, OK, le numérique existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'outiller dedans puis comprendre les enjeux pour être fort? Puis, Benoît nous partageait cet article-là qui parle d'un docteur Arnaud Gagnère, qui a aussi ce paradigme-là, cette approche-là non moralisatrice, puis d'écoute, puis autonomisante, là, empowering. Puis lui, dans l'article, il dit justement, a priori, on pourrait penser que c'est moins efficace qu'une approche plus directive en mettant son point sur la table. Lui, c'est face au vaccin, dans le fond, de faire comme non, vous êtes parent, il faut protéger votre enfant, vous devez vacciner. Lui, il est plutôt dans l'autonomisation, puis la réflexion, puis faire que ça vienne de la personne. Puis tu sais, ceux qui travaillent avec des jeunes, vous le savez, tu auras beau interdire, puis bloquer, puis ça va juste s'envenimer. L'idée, c'est que ce soit plus périn, puis plus profond quand ça vient d'eux autres. Donc, on veut les autonomiser. Donc, on travaille gros la réflexion éthique, la pensée critique, la littératie numérique, mais aussi des aptitudes socio-affectives comme l'empathie, la résilience et tout ça. La citoyenneté éthique à l'ère du numérique est au cœur du cadre de référence de la compétence numérique, donc c'est la dimension centrale des 12. Donc, on est bien heureux de ça. C'est vraiment bien aussi, j'ai mis le lien ici, des trucs que font Kids Code Jeunesse sur le projet de Décode les algorithmes. Il y a un petit guide pédagogique là, où c'est du bonbon là, pour traverser puis commencer à explorer ça avec les élèves. Là. C'est vraiment cool. Puis, ils donnent des ateliers aussi dans les écoles gratuitement avec les élèves. Il y a des ateliers pour les profs si vous voulez vous outiller, parce que nous, c'est une demi-heure comme ça, mais si vous voulez faire un atelier plus de 75 minutes, ils en offrent, puis ils en offrent aussi qui animent aux élèves. Là, c'est sur Zoom en ce moment. Avant, ils se déplaçaient. Peut-être ça va revenir. Donc, vous pourrez aller voir dans les événements. Il y en a fréquemment. Et nous aussi, dans le fond, on offre des formations, des conférences, puis
on se déplace numériquement en ce moment partout au Québec. Puis, je vous ai mis le lien aussi du dossier sur l'intelligence artificielle. Entre autres, nous, on invite à fond à prendre une pause et à comprendre avant d'agir. Donc, vous allez voir dans cerner la situation, il y a tout un truc sur l'intelligence artificielle actuelle, les algorithmes. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec les jeunes aussi, c'est de partir d'exemples. Là, on disait la routine du matin, la recette de crêpes, mais tu sais, vous pouvez partir de si vos jeunes utilisent un assistant comme Google, un assistant vocal ou Siri, puis essayer de comprendre avec eux, d'approfondir comment ça peut fonctionner. Il y en a qui utilisent le jeu Guess Who, là, tu sais, il faut que tu devines c'est qui la personne, tu dis quand est-ce qu'elle a les cheveux roux, puis là, il ferme les choses comme ça pour comprendre une arborescence algorithmique. Donc, il y a toutes sortes de façons là, de l'aborder, mais c'est important de le faire parce que dans le fond, c'est quand on comprend mieux les enjeux, puis on y réfléchit d'avance aux enjeux numériques, qu'on peut après ça prendre des décisions autonomes, éclairées, puis même, qui sait, offrir des solutions innovantes à des nouveaux défis parce que l'idée, c'est que ça va juste progresser, puis ça progresse à une vitesse incroyable. Fait que d'année en année, on veut qu'ils soient outillés puis qu'ils soient autonomes dans leur choix. Donc, on veut vous dire que la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, c'est au-delà de l'éthique. Dans le fond, ça peut se faire, puis ça se fait en ce moment. Il y a plein de profs qui nous écrivent, qui utilisent des activités. Plein d'écoles qui embarquent aussi, où l'école entière fait de la citoyenneté à l'ère du numérique. Fait que c'est fantastique. C'est vraiment un projet là, commun, un projet de société, là, la citoyenneté à l'ère du numérique. Si c'est des enjeux, des trucs qui vous intéressent, vraiment, je vous invite à nous suivre sur Facebook, mais allez sur notre plateforme sitenume.ca, dont on a changé, là, on a relooké hier, puis on a lancé le balado aussi en lien avec tout ça.